Robert Boyer, je vous retrouve une nouvelle fois aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes économiste, vous êtes l'un des pères et l'un des apôtres des théories de la régulation. Et vous avez publié un livre très riche qui nous demande plusieurs séances pour aller l'explorer dans plus divers recoins, Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie, publié aux éditions La Découverte. Alors, nous avons vu dans des précédentes émissions que nous vivons une période d'incertitude radicale dans tous les domaines, politique, médical et bien sûr économique. Et je voudrais qu'on parte d'une phrase de votre livre, une phrase qui m'a beaucoup frappé. Comment décider lorsque l'on sait que l'on ne sait pas, que l'on ne sait pas encore ce que l'on finira par savoir, mais trop tard? Écoutez, on est au cœur, j'aime beaucoup cette formule parce qu'elle nous éclaire les limites de la rationalité. La théorie standard était bâtie sur l'idée que les acteurs, à travers l'expérience d'un modèle stationnaire, ce qui est une contradiction dans les termes point de vue capitaliste, les individus vont connaître comment fonctionne le modèle. Là, l'irruption de la Covid, les meilleurs experts des virus ne connaissaient pas sa propriété. Et en dépit des efforts pour trouver le génome, etc., ça n'a pas donné immédiatement les cures, les médicaments ou les vaccins. Alors, de telle sorte qu'on retient à l'idée de Keynes. Lorsqu'on prend un investissement, on est à un horizon incertain. Parce que vous voyez, même dans une période de rupture, on ne peut plus se fier, on a extrait l'information du passé, mais le passé ne nous dit rien de la rupture qu'a introduit le Covid. Et là, on a alors une nouvelle théorie, celle de la rationalité imitée. Je vais essayer de développer une vision qui me fait avoir une stratégie, je récolte des indicateurs qui me permettent de corriger. Mais ce faisant, je crée une irréversibilité, parce que la façon dont je m'engage va impliquer le reste de l'histoire. Il y a un chemin de dépendance. Et il y a un chemin. Et donc, je n'ai plus cet équilibre qui m'attend là. Je suis rentré. Alors, par exemple, imaginons rétrospectivement, la France aurait dû imiter Taïwan, consolider le système sentinelle de suivi des pandémies, délégation du pouvoir de tester, tracer, isoler, et la France serait presque sortie de sa crise. Mais comment savoir qui imiter ? Alors, la grande difficulté, c'est qu'il y a, dans un connaissance, il y a ce que dit Schelling, des points focaux. Alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est le point focal qui a constitué le modèle d'épidémiologie d'Imperial College. Il prévoyait des millions de morts. Brutalement, c'est devenu le modèle clé de tous les pays. Et du côté de la thérapie, c'est le confinement chinois. Donc la question qui est intéressante, c'est de l'opinion. Apparaît certains cas polaires et après, par un mimétisme auquel très peu de gouvernements ont la puissance de résister, il se diffuse au reste, quelle que soit l'indication avec le système local. Et c'est ça et c'est ça la nouveauté de la décision en incertitude radicale. Alors pourtant, il existait des organisations multinationales, multilatérales, dans le domaine qui nous préoccupe aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, le FMI, la Banque mondiale, etc. Et pourtant, les réactions des gouvernements, l'Europe, l'Union européenne, les réactions ont été en ordre totalement dispersé. Alors, petite correction, les chercheurs du monde entier se sont mis à travailler 12 heures par jour sur le virus, échanger les données. Donc, au niveau de la connaissance, il y a eu participation. Par contre, au niveau des stratégies, ce qui m'a impressionné, c'est la faiblesse de l'OMS. Vous voyez, le FMI reste fort, parce qu'il y a toujours des crises financières. Regardez, il faut sortir de la crise argentine. La Banque mondiale reste importante. Et vous avez vu que les autres institutions... Alors, l'Organisation mondiale du commerce est paralysée du fait des Américains. Mais le maillon faible, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui dans la finalité, serait de socialiser non seulement l'information, mais aussi l'action, les subventions, la coordination. Et vous voyez très bien que pour des raisons géopolitiques, cette institution a été complètement fragilisée par le retrait des États-Unis, etc. Et du coup, ce que ça montre à un élément, c'était pas au niveau de l'Europe qui devait s'organiser, parce que c'est au niveau mondial. Si on veut, par exemple, diffuser un vaccin qui va solutionner, c'est à l'OMS. Et l'Europe était prise entre porte-à-faux entre la connaissance mondiale à l'OMS et les pratiques sociales et locales au niveau local. Et vous voyez, la pauvre Europe aurait au mieux pu intervenir sur
la formation d'une industrie pharmaceutique ou de ventilateurs. Elle était un peu perdue. Elle n'avait pas dans ses traités la santé comme fonction. Donc vous voyez, elle est prise. Mais est-ce qu'une organisation comme l'OMS n'est pas aussi fragilisée par les avis divergents des experts, par les fake news sur les réseaux sociaux, et puis par des intérêts politiques ou géopolitiques divergents? Bien sûr. Alors le grand phénomène, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est la contamination de l'expertise politique par le politique. Chacun est devenu expert en épidémiologie. Et là, ça illustre un élément que j'insiste beaucoup dans le livre. Il ne faut pas confondre la science déjà faite dans un manuel et la science en train de se faire. Parce que grosso modo, les experts ont convaincu un moment les gouvernements que nous connaissons ce qu'il faut faire. En fait, ils connaissaient ce qu'il fallait faire pour les anciennes épidémies, pas les nouvelles. Et ils ont découvert qu'ils ne connaissaient pas aussi bien qu'ils le pensaient. Et alors, du coup, un désarroi. Alors, vous savez qu'au début, les conseils scientifiques ont été leaders dans les politiques. C'est-à-dire, les présidents de la République ont dit « je suis l'avis du conseil scientifique ». Et puis, la zizanie entre les experts, parce qu'ils n'avaient pas la théorie du virus. Mais justement, trop donner cette parole aux experts, est-ce que ce n'est pas une démission du politique? Ah, attendez, deux choses. Ces experts, selon que vous êtes médecin de ville, urgentiste, épidémiologue ou biologiste, vous avez 4 visions du virus. Donc, premièrement, et la connaissance est en train de se faire. Et deuxièmement, c'est la tentation des politiques d'aller chercher l'expertise qui consolide leur vision politique ex-ante. Ou de se cacher, leur ignorance derrière. Alors derrière, j'ignore, mais je me fie aux sachants. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de démission en cascade. Mais les sachants ne savaient pas. Et, vous voyez, et du coup, vous voyez le discrédit de l'opinion, c'est ce qui est maintenant tout à fait impressionnant. L'opinion publique ne croit plus puisque la science n'a pas tranché. Ce qui contamine la légitimité des gouvernements. Vous voyez l'aggravation de la crise. On a trop délégué la responsabilité politique et voilà qu'elle revient mourant en disant « vous nous avez mis dans une impasse ». En nous insistant à nous fier à des experts qui n'en étaient pas vraiment. Et vous voyez la crise de légitimité qui est ouverte. Alors dans toute cette complexité, dans toute cette crise de légitimité, dans cette crise de la représentation politique aussi, les gouvernements doivent agir. Quelles sont les stratégies gouvernementales qui, selon vous, et de façon synthétique, ont le plus de chances de réussir? Alors, moi, il me semble que, vu rétrospectivement, oui, on ne peut pas imaginer la réouverture des services, du transport aérien, du tourisme, sans avoir vaincu la pandémie. Parce que l'inquiétude sera trop grande. Donc, la grande idée serait quand même priorité à la solution sanitaire, restaurer la sécurité. Alors, vous voyez, la grande difficulté, il faut la restaurer au niveau mondial. Et au risque de l'effondrement de l'économie? Alors, compensé par les plans qui ont déjà eu lieu de compensation des pertes économiques. Alors, effectivement, ça suppose que les marchés financiers vont croire à cette dynamique-là. Le premier confinement et les compensations sont crédibles. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que la finance peut perdre patience si on répliquait un second confinement. Et c'est là, donc, à nouveau, la grande lutte entre l'impératif national et le jugement de la finance. Et c'est ça, à mon avis, le grand point. Le risque, c'est une perte de croyance de la finance. Perte de croyance de la finance. Et donc, il serait temps que les gouvernements reprennent le contrôle sur les financiers, en disant « c'est moi qui institue votre légitimité, et il nous faut résoudre un problème majeur politique et social, et vous êtes les servants de cette politique, et non pas vous êtes les maîtres de ma politique. » Et vous voyez qu'il y a un problème d'affrontement un peu difficile correspondant. Merci beaucoup Robert Boyer pour ces explications et nous allons continuer dans d'autres émissions l'exploration de votre livre. Avec plaisir.